Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Le mariage représente une valeur centrale de la masculinité et de la féminité aboutie. Grangeau Macaro, 2014, Poly 2019. Il permet certes aux individus d'acquérir une pleine reconnaissance sociale, mais il est un statut matrimonial qui peut varier selon le temps, les circonstances et les individus. Sa célébration est l'un des événements de joie et de gaieté les plus importants dans la vie des individus. Toutefois, il devient par la suite, et dans de nombreux cas, une sorte de contrainte qui pèse sur le cursus de vie des femmes et des hommes, appréhendée à travers des cas particuliers et des histoires de vie différentes. Nombreux sont les insatisfactions, les souffrances et les conflits qui résultent du mariage. De ces insatisfactions, la population de Niamey, contrairement à celle de Beyrouth, Allemagne, parle beaucoup. Dans de nombreux cas, elles ne sont ni cachées ni honteuses. Celles qui sont souvent cachées et honteuses sont celles liées à l'insatisfaction sexuelle, à l'impuissance et quelquefois à la stérilité. Si les parents, dans le secret de leurs discussions avec leurs enfants, les marabouts dans leur chambre de consultation, les juges dans leur chambre de conseil et les médecins dans leurs cabinets médicaux connaissent bien, puisqu'ils ont affaire à elles, le degré de ces insatisfactions et conflits qui poussent beaucoup à rompre leur mariage, les acteurs et les institutions impliquées dans les négociations, les systèmes de règlement de ces insatisfactions et conflits ne sont cependant pas ou très peu étudiés. En effet, au-delà du mariage, il y a d'autres phénomènes sociaux qui touchent tous les jours de nombreuses personnes. Il s'agit de la séparation non judiciaire non étatique des conjoints, de la répudiation et du divorce. C'est l'ensemble de ces ruptures que j'appelle dans ce travail ruptures conjugales. Mais pour mieux appréhender ces ruptures, il a été jugé utile dans cette étude d'aborder certains phénomènes connexes ou qui sont à l'arrière-plan de la problématique des conflits et ruptures conjugales. Dans une analyse très intéressante sur les causes de divorce et ce qu'il appelle « imperfect information in marriage market », en d'autres termes, la décision du mariage prise sur des bases ou considérations erronées relatives à l'utilité que les individus pensent avoir de leur mariage aux États-Unis, Gary S. Baker, 1998, pense que c'est l'imperfection des informations tantôt limitées ou incomplètes des conjoints avant le mariage qui est l'essence même du divorce. Dans un contexte nigérien, l'incapacité d'un époux à bien entretenir sa femme, le mépris d'une épouse envers sa belle-mère qui vit avec elle, les soupçons ou les rumeurs d'infidélité, l'intention d'un époux à augmenter de femmes, la rude concurrence et la compétition entre coépouses au sein des foyers conjugaux, la stérilité des femmes et celle des hommes sont entre autres autant de raisons qui conduisent les couples à rompre. Il n'est pas rare à Niamey d'entendre des informations de type « Hadiza vient de tuer son mariage alors qu'elle n'a même pas 3 mois chez son mari » ou « Souleymane vient de chasser ses épouses parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre », etc. C'est pourquoi les conflits et ruptures conjugales font l'objet de négociations. La négociation de ces conflits et ruptures est multidimensionnelle à Niamey. Plusieurs institutions et acteurs s'y impliquent. Dans cette négociation, l'islam ou du moins les différentes interprétations de cet islam, mixées souvent avec les coutumes, jouent un rôle important. Comment, à partir d'une approche compréhensive et interprétative wébérienne, les couples mariés en conflit peuvent-ils être catégorisés ? Comment décrire, analyser, systématiser et interpréter les stratégies de négociation et de règlement des conflits et ruptures conjugales à Niamey ? Avant de répondre à ces questions et à bien d'autres, il y a lieu, d'une part, de contextualiser et de problématiser le sujet, et d'autre part, de montrer vers la fin de cette partie introductive comment l'ensemble de cet ouvrage est structuré. Contexte, problématique et structuration de l'étude. Le Niger a une population totale de 17 138 707 habitants, avec un taux d'accroissement intercensitaire de 3,9%, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2012. 4 ans plus tard, 2016, l'INS estime le total de cette population à 19 865 058 habitants. Pendant la même année, la densité moyenne est de 15,7 habitants au kilomètre carré au niveau national. Mais il existe d'énormes disparités entre les 8 régions que compte le pays. Ainsi, cette densité est par exemple de 0,8 habitants par kilomètre 2 à Agadez,
de 4,3 habitants par km² à Difa et de 4 567,4 habitants par km² à Niamey, terrain de recherche, pendant que les autres régions ont une densité comprise entre 26 à 95,4 habitants par kilomètre. Ce qui nous intéresse le plus dans ces chiffres, c'est le fait que dans cette population totale, les femmes sont majoritaires avec 52,1%. Le reste, 47,9% est le taux qui représente les hommes, INS Niger 2016. Les Nigériens pourraient donc être tranquilles puisqu'ils n'auront pas de pénurie de femmes nigériennes comme les Chinois avec les Chinoises. Cette légère différence entre le nombre des femmes et celui des hommes est une des raisons que donnent certains enquêtés pour encourager la polygynie du riche et ou celle du pauvre, celle des hommes instruits et de ceux sans ou avec peu d'instruction. Sur un tout autre plan, le Niger est un pays à fort taux de natalité. Le taux de fécondité au Niger est présenté comme le plus élevé au monde. Il était de 7,6 enfants par femme en 2012, Tam Tam Info du 24.12. 2012. Si vous demandez aux femmes nigériennes mariées le nombre d'enfants qu'elles désirent, elles disent en moyenne 9 et les hommes 11, dit le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, dans un communiqué. Les Nigériens et notamment les habitants de Niamey avancent sur cette question, plusieurs raisons. Ces dernières sont d'ordre 1, religieux ou islamique. Les parents interrogés à propos me répondent: notre prophète nous a demandé de nous multiplier pour qu'il se glorifie de nous, sa communauté, le jour de la résurrection. Ces raisons sont aussi d'ordre 2, économique et sont directement en lien avec la pauvreté économique que vit la majorité de la population. Aux yeux de beaucoup, l'enfant est un trésor. Avoir beaucoup d'enfants, c'est investir dans le futur, dans l'incertitude ou dans la vieillesse. Plus concrètement, faire des enfants, c'est chercher à avoir dans la famille quelqu'un qui sera un jour quelque chose et qui serait capable de soutenir la famille, voire la prendre en charge. Les raisons de ce taux de natalité peuvent aussi être 3, politiques. Politiquement, une ethnie ou une région ne vaut parfois qu'en termes de nombre. Celle qui a le plus grand nombre de la population est celle qui a le pays. De ce fait, aucune ethnie ou région ne veut être dépassée en termes de nombre par une autre ethnie. Dans le même cadre d'idées, au niveau microsocial ou dans un foyer polygamique, une femme qui a moins d'enfants perd la partie face à sa ou ses coépouses. Ainsi, la femme qui a le plus d'enfants, surtout lorsqu'ils sont de sexe masculin, est celle qui a la maison. L'un dans l'autre, il est évident qu'au Niger, s'il y a autant de naissances, c'est aussi parce que nombreux sont les individus, notamment les jeunes filles qui se marient avant leur 18e anniversaire. En moyenne, 3 jeunes filles sur 4 se sont mariées avant leur 18e anniversaire en 2006. Ainsi, les mariages conclus avant 18 ans sont fréquents. Dans presque toutes les 8 régions du pays, le taux de ce type de mariage frôle les 80%. Mais ce taux dépend aussi des régions. Il passe par exemple de 89% à Difa à 48% à Niamey. Si ce taux ou cette tendance de natalité se maintient à ce rythme, en 2050, le Niger, considéré souvent comme le pays le plus pauvre du monde, serait aussi peuplé que l'Allemagne de 2012, environ 80 millions d'individus. Cependant, des projections comme celle de The Guardian notent une éventuelle diminution progressive du taux de fécondité des Nigériens. D'ici la fin du siècle, selon ce journal, le taux de fécondité au Niger serait de 2,5 enfants par femme. Cette projection peut se réaliser, car le taux de contraception avoué ou caché chez les femmes nigériennes a connu, selon le ministère nigérien de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, une augmentation. Il est passé de 5% en 2006 à 12% en 2017. À la suite de ces remarques, focalisons l'analyse sur les groupes ethnolinguistiques présents au Niger. Les groupes ethnolinguistiques. Le Niger est souvent présenté comme un pays composé de plusieurs groupes ethnolinguistiques. Bien que la variable ethnie ait tendance à être supprimée dans les enquêtes nationales, les Haoussa sont majoritaires 55%, suivis des Arma Songhay 21%, des Touaregs 9,3%, des Peuls 8,5% et des Kanouris 4,6%, Amidou 2019. Le reste de pourcentage est partagé entre quelques groupes ethniques considérés comme minoritaires, à l'exemple des Arabes ou des Gourmandchés, INS Niger 2011. Mais selon Alidou Op site 11,
Cortés categories and figures, Haoussa 50%, Zarma 22%, etc. Totally ignore the reality of brassage in the nation. Certes, il y a une dizaine d'ethnies et plusieurs langues au Niger ou plus précisément à Niamey. Mais au-delà de cette catégorisation ethnique, les mariages interethniques sont fréquents. Ce qui signifie que les cultures sont combinées et mixées. C'est ce qu'Ousseina Alidou appelle le brassage sahélien ou nigérien. Ce dernier fait en sorte que les langues soient aussi mixées et imbriquées surtout à Niamey. Dans cette ville par exemple, la majorité de mes enquêtés parlent au moins à la fois le Zarma et le Haoussa. Dans le but de montrer pourquoi elles préfèrent une approche transethnique, à laquelle ce travail s'allie, qui en plus d'être transethnique est aussi transclasse, dans son livre intitulé « Engaging Modernity, Muslim Women and the Politics of Agency in Post-Colonial Niger », Ousseina Alidou écrit « One of the factors that inspired me toward a transethnic approach is the fact of brassage, that is, ethnic and cultural blending. As much as the census record itself a product of European colonial conception of African identities, HAS categorized the population into seemingly discrete ethnic and religious units. It masks and distorts the reality of ethnocultural dynamics and composition of the nation. » Alidou Opsite 8. Ce brassage fait en sorte que le mariage interethnique soit une réalité. Pour certains de mes enquêtés, cela est un des atouts qui favorise et qui consolide la paix sociale dans le pays par rapport aux autres pays de la sous-région qui ont connu des guerres civiles. À quelle religion ces individus croient-ils ? Des croyances religieuses. Sur le plan religieux, l'islam est la religion à laquelle l'écrasante majorité des Nigériens croient, INS Niger 2015. Cette croyance ou conviction religieuse se manifeste à Niamey à travers, entre autres, des mosquées construites un peu partout dans la ville. Les appels à la prière, amplifiés souvent par des haut-parleurs accrochés au sommet des minarets ou sur les toits des mosquées, résonnent un peu partout dans la ville aux heures des 5 prières obligatoires chez les musulmans. Les mosquées sont omniprésentes et presque sur toutes les rues et ruelles de la capitale. Construites en matériaux définitifs, par simples briques collées les unes sur les autres ou par simples pierres alignées sur une surface formant un carré ou un rectangle, les mosquées sont dans presque toutes les institutions de l'État. Elles sont observables aussi dans d'autres lieux censés être laïques, neutralité religieuse, comme les universités et les écoles publiques par exemple, créant parfois des conflits intrareligieux implicites et ou ouverts. Les constructions des mosquées ainsi que les prêches peuvent se faire par qui le veut, et ne sont pas contrôlées par l'État ou très peu, malgré un ministère de l'Intérieur et des Affaires religieuses. Dans les rues de la capitale, dans les écoles coraniques ou traditionnelles et de plus en plus dans les écoles modernes, de type occidental, le hijab ou le niqab fait partie des modes vestimentaires des femmes et des jeunes filles. Les mayafis, les kalabis ou foulards sont souvent remplacés par les hijabs, les niqabs non seulement par des jeunes filles célibataires mais aussi et surtout par les femmes mariées. Partout ou presque, le Mata Harankani, Mata Harango ou Fofo et ou le Inakwana, Inavuni ou Barka en langue Zarma et Sel Haoussa, brièvement traductibles par bonjour ou bonsoir, sont remplacés par Assalamu alaikum pour les salutations quotidiennes. L'islam ou les pratiques qui se veulent islamiques sont au cœur des cérémonies des alliances, des ruptures conjugales, etc. Par exemple, les rituels qui concrétisent les scellages du mariage musulman ont connu sous le nom de Fatiha, Fatiha étant la sourate inaugurant le Coran. Il faut noter l'existence de plusieurs confréries islamiques. Il y a entre autres les Yan Tijaniya soufistes, les Yan Izala salafistes, les Yan Shia, chiites, etc. Le christianisme et l'animisme sont minoritaires en termes de nombre. Le Niger est certes un pays qui se dit musulman à plus de 95%. Cependant, le pays n'est pas gouverné par la charia. Le Niger n'est donc pas une république islamique. La loi fondamentale du pays est une constitution de type occidental. À cette loi s'ajoutent des codes et plusieurs accords et conventions internationaux. Cependant, les phénomènes sociaux comme le mariage, la répudiation et le divorce par exemple, sont le plus souvent régis par les coutumes d'inspiration musulmane. Focalisons maintenant l'analyse sur les aspects socio-démographiques de la ville de Niamey. Caractéristiques socio-démographiques de la ville de Niamey. Niamey n'a pas toujours été la capitale du Niger, Sidikou, 1980.
Mais la ville, bien avant l'indépendance du pays, était toujours attractive. Avec une population de 12 000 habitants, Niamey était dès 1952 le premier centre urbain du Niger. En 1960, la population de la ville atteint les 34 000 habitants. À la suite d'une politique d'industrialisation et du boom de la production d'arachide des années 60, le taux de croissance a atteint, une décennie plus tard, les 10% par an. Ce qui a triplé, en 12 ans, la population de Niamey passant de 34 000 habitants à 108 000 habitants Mocho 2010. En un siècle, la population de Niamey est passée de 3 000 à plus d'1 300 000 habitants. L'afflux des migrants ruraux, à la recherche d'une vie meilleure dans la ville, est l'un des aspects qui favorise cette évolution Issaka 2010. Ce sont les sécheresses de 1934, 1944, 1954, 1964 et celles de 1972 à 1973 et 19 831 1984 qu'a connu le Sahel qui ont accentué la croissance démographique de la ville. Cette croissance s'est accentuée. Depuis, la ville de Niamey a gardé un écart important en termes de population par rapport aux autres villes du pays Mocho, Hop, Si. En 2013, la ville de Niamey comptait plus d'1 million d'habitants tandis que la ville de Zinder, la deuxième ville la plus peuplée, ne comptait que 333 334 habitants, INS Niger 2016. Niamey regorge de tous les différents groupes ethnolinguistiques que compte le Niger. Cependant, autant de groupes ethnolinguistiques ne signifie pas forcément autant de normes et représentations sociales vis-à-vis des alliances et ruptures conjugales. Comment se présente aujourd'hui cette ville qui s'agrandit au jour le jour en termes de superficie et de nombre d'habitants ? Niamey d'aujourd'hui. La configuration de la ville n'a vraiment pas beaucoup changé par rapport à son organisation spatiale de 1937, Mocho, 2010, Enyo 2013, Enyo et Akiwumi 2011. Certes, la ville augmente de plus en plus les infrastructures modernes. Les beaux quartiers ne sont certes plus seulement pour les Occidentaux, mais sont réservés généralement aux plus nantis. Les quartiers les plus chics, mieux espacés, plus sécurisés, les plus lumineux et moins insalubres de la capitale sont pour les plus riches et ou les plus privilégiés et leurs héritiers. Les grands ronds-points et rues goudronnées de ces quartiers sont aujourd'hui, grâce à l'énergie solaire, éclairés et ne sont pas touchés par l'obscurité nocturne, due aux coupures d'électricité ou délestage. La ville a également des véritables défis liés à l'eau, au logement, à l'énergie et à la sécurité. Les coupures d'électricité font souvent l'objet des discussions et débats publics à la fois dans des fadas, des foyers conjugaux et différents couloirs et bureaux des administrations publiques et ou privées. Par ailleurs, la pauvreté financière, voire la culture de pauvreté Lewis 1966b, que vivent certaines couches de la population se manifeste dans les rues de Niamey. Les lieux et devantures des institutions publiques ou privées, les grands carrefours et grandes rues sont aujourd'hui des places idéales pour la mendicité. Cette dernière est pratiquée par des hommes, des femmes et des enfants, dont certains sont physiquement handicapés et d'autres visiblement en bonne santé. Sur le plan commercial, la plupart des rues, des boutiques ou magasins de la ville sont inondés par des produits venus entre autres de la Chine, de Dubaï, du Nigeria, de l'Europe, etc. La majorité des individus mariés ou en âge de se marier veulent équiper ou rééquiper leurs foyers conjugaux avec des produits venus d'ailleurs. Sur le plan des techniques de l'information et de la communication, TIC, il y a une multiplication des chaînes de télévision. À part les journaux et certaines émissions musicales, la plupart des émissions, séries ou télétons télévisés, souvent en lien avec l'amour, le mariage, etc., viennent de l'extérieur, notamment du Brésil, de l'Inde ou du Nigeria. Certaines de ces séries ou télétons, très appréciées et très suivies par les femmes, qui auparavant n'étaient qu'en langues étrangères, sont aujourd'hui traduites dans certaines chaînes en langue locale, notamment en Haoussa. Le téléphone cellulaire n'est plus un luxe. Les téléphones miniaturisés et multifonctions, appelés smartphones, sont à la mode. Ces derniers, il y a quelques années, très coûteux, sont aujourd'hui grâce à la Chine abordables pour bon nombre des Niaméens. L'Internet est de plus en plus accessible. Les réseaux sociaux à l'image de Facebook, WhatsApp, Messenger, Viber, Imo et Instagram sont connus et utilisés surtout par les jeunes pour communiquer, s'informer ou se distraire. Ces outils et moyens de communication sont aussi utilisés dans l'arène matrimoniale,
pour séduire. Au-delà de l'aspect séduction, ils sont aussi connus pour leur interférence dans la relation de couple. En outre, dans cette société où les femmes n'ont pas les mêmes chances que leurs partenaires hommes pour accéder au marché d'emploi, Aruna et Wassa, 2007, nombreuses sont celles qui procèdent à la recherche ou à une sélection minutieuse d'hommes capables de les prendre en charge pour leur assurer une certaine sécurité économique, affectueuse et sociale. Les expressions de type d'exigence des filles ou des femmes célibataires, comme celle de ne s'intéresser qu'à celui qui possède une moto ou une voiture, sont bien connues. Quant aux femmes mariées, dont la majorité n'a pas un travail rémunéré, elles sont souvent organisées en groupements féminins dans le but de satisfaire certains de leurs besoins. Ces groupements sont créés, dans beaucoup de cas, pour avoir des appuis financiers par des ONG ou par des banques de microcrédit. Cependant, sur les 160 groupements féminins que compte la commune Niamey 2, par exemple, seuls 40 avaient bénéficié du microcrédit dans les années 2000. Face aux difficultés d'appui financier que rencontrent ces femmes souvent mariées, elles ont développé d'autres stratégies leur permettant de créer des fonds. C'est l'exemple des Adash et ou des Foyandi ou tontines en français. La plupart des hommes, quant à eux, consacrent une bonne partie de leur temps à la recherche de gains ou d'argent leur permettant entre autres d'avoir souvent une femme présentable, souvent de teint clair ou de continuer à prendre en charge celles qu'ils ont déjà. Cette sélection faite par les hommes de femmes de teint clair pousse de plus en plus celles ayant un teint noir ou sombre à la dépigmentation de la peau. Cela s'observe à la fois chez des jeunes filles qui veulent se marier et des femmes déjà mariées qui cherchent à garder à elles seules leur mari. La pratique de la dépigmentation de la peau est un fait réel, à la fois chez des jeunes filles femmes n'ayant pas été instruites et celles du milieu universitaire, voire les professionnels de la santé. Le clair ou par abus de langage le blanc est aimé, préféré et choisi. Tandis que le noir, le sombre est peu aimé voire évité. Car dans la conscience, il peut représenter dans ce contexte le moins cher, le laid, le mauvais, ou par extension le maudit, pendant que le clair ou le blanc représente le cher, le bien, le beau, le bon ou le béni. Cette manière de se déprécier viendrait des siècles d'histoire entre le continent dit noir avec d'autres continents voisins, comme l'Europe et l'Amérique, composés principalement des populations dites blanches. Il s'agirait, entre autres, du commerce triangulaire et de ses sous-entendus, de la colonisation et aujourd'hui de ce qui est appelé la globalisation. Mais cette réalité pourrait aussi avoir un lien non négligeable avec des aspects ou certaines interprétations des religions appelées monothéistes, comme le christianisme et l'islam, importés en Afrique, dont les interprétations, souvent sciemment ou inconsciemment, mettent en avant ou valorisent le blanc au détriment du noir. Par ailleurs, il y a plusieurs formes d'alliance, voire chapitre 3, et plusieurs formes de rupture conjugale, voire chapitre 5, à Niamey. Dans la ville, les samedis et les dimanches sont connus pour les célébrations du mariage, dans tous les mois de l'année, à l'exception souvent du mois de Ramadan. Les week-ends à Niamey sont les jours des mariages. Comment les foyers conjugaux se présentent ? Quelques spécificités socio-anthropologiques de la majorité des foyers conjugaux à Niamey. Niamey est certes la ville dans laquelle la recherche de terrain s'est effectuée. Mais pour un souci de faisabilité, de temps et de coût, une commune et un quartier ont été choisis pour mener certaines recherches et observations qui sont surtout liées aux alliances conjugales. Il s'agit de la commune Niamey 2 et 3. La majorité des habitants de ces communes vit dans ce qui est appelé célibatarium, composé de plusieurs entités dont chacune a 2 pièces ou 2 chambres. Certes, le nom célibatarium est donné à ces habitations, mais ce sont le plus souvent des personnes mariées qui y vivent. Dans une parcelle relativement limitée de 400 mètres carrés, l'on peut trouver 4, 5, voire 6 entités alignées et collées les unes aux autres dont les entrées ou les terrasses sont séparées par des murs d'environ 1 à 1,5 mètres de long. C'est dans ce type d'habitation que la majorité des jeunes couples mariés commencent à vivre et à fonder leur famille. Les enfants et leurs parents biologiques vivent souvent ensemble dans ces espaces relativement restreints pendant un certain temps. Les difficultés que rencontrent les usagers de ce type d'habitation, au sein desquels les locataires se connaissent, où certains secrets comportementaux entre voisins sont amoindris, où le contrôle des conduites quotidiennes ou des comportements des uns sur les autres est poussé, où un voisin sait souvent si sa voisine a cuisiné ou pas, où les conflits conjugaux entre époux sont difficiles voire impossibles à dissimuler, etc., fait que certains enquêtés affirment
une maison de louage n'. Et pas une maison de louage est un problème. Sur le plan vestimentaire, wando ou pantalon et zein ou pagne sont deux choses distinctes et caractérisent respectivement les hommes et les femmes. Le wando est masculin et tissé généralement pour les hommes, et le zein, féminin, fait pour les femmes. Les hommes mariés ou célibataires, jeunes ou assez âgés, se distinguent des femmes par leur tête, le plus souvent rasée. Les femmes et les jeunes filles, quant à elles, ne circulent généralement qu'avec la tête couverte d'hijab ou de foulard. Quelle est la problématique de cette recherche ? Problématique, question et objectif de la recherche. Après la contextualisation du présent sujet, il est question ici de présenter le problème de recherche à partir duquel des questions et des objectifs de recherche ont été posés. Ces questions et objectifs ont été les fils conducteurs ayant servi à effectuer la présente thèse. La présente problématique s'articule donc autour des questions du mariage et celle des ruptures conjugales. Il faut comprendre par rupture conjugale toute forme possible de rupture qui résulte d'un conflit conjugal explicite et ou implicite dans un couple marié. En premier lieu, elle tente de faire l'état de la question, de parler du mariage en se basant sur quelques théories existantes. Cette ouverture va permettre ensuite de se focaliser spécifiquement sur les ruptures conjugales. Il s'agit ainsi de parler de quelques grands traits des ruptures conjugales, qui sont développés dans la revue. Ensuite, va suivre le problème de recherche en tant que tel ou plus précisément l'écart qui existe entre ce qui est déjà dit, par la littérature, et ce qui reste à dire ou à développer. À cet effet, Mauss, 1926/6, affirme « Le jeune ethnologue doit savoir ce qu'il sait déjà afin d'amener à la surface ce qu'on ne connaît pas encore. » Pour Delbel, à ne pas savoir ce que l'on cherche, on risque de ne pas savoir ce que l'on trouve. Delbel 2000/46. Il existe plusieurs théories socio-anthropologiques sur le mariage. Le mariage est défini comme une union entre un homme et une femme dont le but principal est souvent la reproduction. La base de cette union est fondée sur la prohibition de l'inceste, dans laquelle Lévi-Strauss, 1967, distingue et décrit les unions prohibées et celles prescrites. Ces dernières donnent naissance à l'endogamie et à l'exogamie. Ainsi, la prohibition de l'inceste a donné naissance aux échanges et à la circulation des femmes. Par ces échanges, restreints et ou généralisés, les hommes créent et élargissent leurs relations avec d'autres groupes sociaux. D'où le passage du fait naturel de consanguinité au fait culturel de l'alliance. Cependant, qu'il soit prescrit ou prohibé, libre ou arrangé, endogamique ou pas, africain, asiatique ou occidental, aucun mariage n'est à l'abri des conflits ou des ruptures conjugales. Les alliances conjugales, notamment celles d'Afrique subsaharienne, sont caractérisées par plusieurs phénomènes, l'écart d'âge entre conjoints, le mariage arrangé, la polygynie, etc., qui entraînent des conflits conjugaux pouvant conduire aux ruptures conjugales comme la répudiation ou le divorce, entre autres. Par ailleurs, de plus en plus, en Afrique, plus particulièrement en milieu urbain, les individus ont souvent fait des études et ont des expériences sentimentales bien avant leur mariage. Le mariage devient de plus en plus tardif, et à l'initiative des intéressés. Le mariage dit romantique ou d'amour est souvent préféré par les jeunes au mariage préférentiel, ou celui arrangé par leurs parents. Aujourd'hui à Niamey, l'amour romantique est largement diffusé par les médias à travers des chansons, des séries télévisées, venues de l'Inde, du Brésil, de l'Amérique, etc., et surtout du Nigeria voisin, à travers ce qui est connu sous le nom de Dandaline Soyayya. Comme constat, la Saint-Valentin est de plus en plus connue, acceptée et célébrée par les jeunes. Quels sont les types de mariages qui existent à Niamey ? Comment se nouent les alliances conjugales ? Comment les caractéristiques d'un mariage peuvent-elles accélérer ou retarder les conflits et ruptures conjugales ? Avant de parler de la rupture conjugale en tant que telle, il est important de faire une comparaison du mariage et de sa sortie, divorce, tel que conçu par le christianisme, l'islam, le droit civil et décrit par Bourreima 2014. En effet, en parlant du mariage et du divorce, le christianisme, plus précisément le catholicisme, dit au couple : je suis d'accord pour que vous viviez volontairement ensemble, pour le mariage. Mais je retire la clé de la sortie à tous les deux, ni l'homme ni la femme, personne n'aura le choix d'en sortir. L'idée ici est celle du mariage-sacrement, qui, selon Tissot 1868-2001, revient à saint Augustin. Puisque, selon l'auteur, c'est lui qui a fait du mariage un sacrement. Dans le même cadre d'idée, l'islam dit au couple :
Je suis d'accord que vous viviez volontairement ensemble pour le mariage, mais je retire la clé de la sortie de la femme, je lui donne toute la maison et lui indique plusieurs portes de sortie d'urgence. Quant à l'homme, il garde sa clé, mais ne peut chasser la femme de la maison que suivant une procédure bien déterminée et bénéficie de la possibilité de ramener jusqu'à 2 fois la femme en cas de sortie. Mais après la 3e sortie, il n'y a plus possibilité de la ramener jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Quant au Code civil, il dit au couple : je suis d'accord que vous viviez ensemble pour le mariage, mais je duplique la clé, je donne à chacun du couple, de sorte que quiconque souhaite sortir est libre de le faire. Il devient compréhensible à partir de ces 3 exemples que les règles qui régissent le mariage varient en fonction de plusieurs paramètres. D'une manière diachronique, il devient évident que ces normes ne sont pas figées, elles ont été évolutives et ont changé d'une période à une autre. Alors qu'est-ce qui pousse un couple, un conjoint à divorcer ou à rompre ? Plusieurs auteurs ont analysé les raisons qui poussent les individus à divorcer ou à rompre leurs unions. De Smith 1954 à Kaufman, Lestag et Merkers 1998, en passant par Baker 1998, Lehrer et Chen 2013 et au-delà, tous ont essayé d'apporter leur contribution pour comprendre le phénomène. L'écart d'âge entre conjoints, dû aux pressions sociales et certaines difficultés financières, est une des variables qui explique l'instabilité des alliances conjugales. Bien que leur population d'études soit aux États-Unis, Lehrer et son collègue Chen, par exemple, ont montré qu'il y a une relation entre l'âge des femmes au premier mariage et l'instabilité des unions matrimoniales. Les termes maturity effect ou effet de maturité expliquent leur hypothèse. Selon cette dernière, les unions contractées à un âge relativement précoce ont un haut risque d'instabilité. Pour eux, les dites unions semblent se baser sur des fausses attentes. En revanche, le niveau d'instruction et l'âge relativement avancé des femmes qui entrent en union ont des effets positifs pour la stabilité des alliances. C'est ce que Clark et Bronner-Otto 2015 ont confirmé dans leur étude intitulée « Divorce in Sub-Saharan Africa ». Par ailleurs, en Afrique, à côté du mariage dit au choix libre, existe le mariage arrangé, même si tout mariage est d'une façon ou d'une autre un mariage arrangé. Dans certaines circonstances, ce type d'alliance peut être plus stable que celui dit au choix libre. Comme le souligne Terry 1993, un mariage libre c'est aussi un divorce libre. Dayeul 2008 parle également de cet état de fait dans son ouvrage intitulé « Mariage et divorce à Dakar ». Cependant, lorsqu'un mariage arrangé n'est pas stable, alors il devient une sorte de rite de passage, Van Gennep 1909-1981, qui permet aux individus concernés d'acquérir une autonomie relative pour un remariage plus libre plus tard. Le mariage dans ce contexte n'est plus une fin en soi mais un passage. Pour des auteurs comme Koné et Kwame 2005, l'instabilité matrimoniale peut être liée à l'affaiblissement des lignages et de l'autorité des aînés sur les cadets. Zongo 2016, un sociologue burkinabé, montre autrement cela dans son article intitulé « Mariage Dubaï, l'étrange destin des femmes à Béguédo au Burkina Faso », dans lequel il explique un certain raccourci et court-circuit des procédures rentrant dans le cadre des alliances conjugales, et d'une individualisation de plus en plus croissante dans les démarches prémaritales. Il qualifie le mariage de Dubaï pour exprimer à la fois une certaine vitesse d'exécution, l'instabilité de ce type d'union et le calcul qui précède le choix ou la sélection des conjoints. Par ailleurs, l'instruction, l'autonomie ou l'indépendance financière de la femme sont d'autres facteurs qui impactent les relations entre conjoints. Plus la femme est instruite et acquiert son autonomie sur le plan financier, plus elle est demanderesse de divorce. Ainsi, l'autonomie financière des femmes les expose aux conflits et ruptures conjugales, Gastiano et Gatier 2012, Tiombiano et Legrand 2014. Car cette autonomie modifie les rapports classiques entre conjoints. L'argent a donc un rôle important dans la stabilité ou l'instabilité des alliances conjugales, surtout celles qui se nouent dans des crises économiques récurrentes, le chômage et la pauvreté. En outre, le remariage constitue également une autre caractéristique des itinéraires des individus dans l'arène matrimoniale. Le remariage est fréquent au Niger. C'est l'un des éléments qui explique que le taux des individus qui restent au statut de divorcés demeure relativement bas. Il semble être de 5% Haruna, 2008,
pendant que l'ampleur des ruptures conjugales est criarde et fait l'objet de beaucoup de discussions et commentaires quotidiens. Parler des alliances et ruptures conjugales serait ainsi une occasion d'échange d'expériences des diverses réalités vécues par les uns et ou par les autres, puisqu'il y a autant d'alliances et ruptures conjugales que de couples. L'une des critiques faisables aux écrits existants est qu'ils se sont plus focalisés sur ce qu'ils appellent généralement les causes ou les conséquences de divorce. En plus, ils ne distinguent souvent pas d'une manière claire et précise les différentes formes de rupture conjugale qui existent en Afrique subsaharienne musulmane. Mieux, ils ont négligé plusieurs aspects qui sont aussi importants dans la compréhension et l'explication des ruptures conjugales dans les sociétés ouest-africaines musulmanes. Il s'agit entre autres des négociations autour des conflits ruptures conjugales, des institutions et acteurs qui s'y impliquent, de l'appropriation des normes qui régissent le divorce ou la répudiation par les individus ou par les institutions, des stratégies que développent les uns et les autres afin d'accélérer, de retarder ou d'éviter les ruptures conjugales, des rapports de force, de ruse ou même de domination entre les conjoints qui rompent, de utilité sociale des conflits ruptures conjugales à la fois pour les individus directement concernés et ou pour les acteurs et institutions impliqués, du business qui se développe de plus en plus autour de ces conflits et ruptures, des conflits d'intérêts qui existent entre institutions et acteurs impliqués dans ces phénomènes. À Niamey, le mariage tout comme les questions relatives aux ruptures conjugales sont soumis à un processus complexe qui touche différents niveaux de la société, comme la famille, les institutions religieuses et les judiciaires, etc. Cependant, malgré cette diversité d'acteurs et d'institutions, il existe une certaine cohabitation ou coexistence des règles, des normes et des acteurs qui régissent à la fois les alliances et les ruptures conjugales. Par ailleurs, même s'il est difficile d'avoir des statistiques fiables sur le taux de divorce ou celui de la répudiation, dans le sens où une répudiation peut ne pas être un divorce réel, à Niamey, il est cependant possible d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène puisque la presse, celle écrite, en ligne ou pas de la capitale en parle parfois. À Niamey, Madame Labo Zeynabou, juge aux affaires familiales auprès de la commune Niamey 2 traite par semaine une vingtaine de cas de divorce. Parmi ces cas, il y a des fonctionnaires, des ménagères, etc. 70 à 80%, 80% de ces candidates au divorce ont entre 20 et 30 ans. 5 à 10 de ces cas finissent par un divorce, rapporte le journal Sifia Info du 1-4-1998, Ibo Dadi, 1998. Le mensuel Sida d'août 2002 quant à lui, affirme que dans la communauté urbaine de Niamey, le divorce prendrait même le pas sur le mariage. Il affirme que sur 233 mariages, il y a eu 327 divorces et répudiations. C'est probablement pour cette raison qu'une grand-mère vivant à Niamey, qui se perd dans les comptes de ses petites filles mariées puis divorcées affirme « Aujourd'hui on ne se marie plus, on divorce », rapporte le journal Sifia Info Loc-Site. En outre, en 2013, l'Association islamique du Niger, à elle seule, a enregistré et a délivré 637 actes de divorce. La quasi-totalité de ces divorces a été initiée par les femmes. La répudiation aussi est un phénomène récurrent à Niamey. Bien qu'il soit plus difficile d'avoir des statistiques fiables et de qualité là-dessus, la répudiation se fait généralement au niveau familial, l'ensemble des acteurs et institutions rencontrés dans ce domaine affirment que sa fréquence est plus importante que celle du divorce, dont les femmes sont initiatrices et demanderesses. Une rupture conjugale, séparation non judiciaire, répudiation ou divorce, s'inscrit dans un processus à travers lequel sont impliqués plusieurs acteurs et institutions, dont la famille, les institutions religieuses et les judiciaires ou étatiques. Ainsi, la question centrale de cette recherche est la suivante. Comment comprendre, décrire et interpréter le processus et les stratégies de négociation autour des ruptures conjugales à Niamey? Cette vaste question centrale suscite d'autres questions ou pistes de recherche plus précises dont entre autres, qu'est-ce que le mariage? Quelle est son acception aux yeux de la population cible? Comment les attentes, les attitudes et les actions pré-mariage des individus peuvent être source de conflits et ruptures conjugales? Qu'est-ce qu'une rupture conjugale? Pourquoi les ruptures conjugales? Quelles sont leurs formes? Comment les interpréter? Quelles sont les institutions et les acteurs qui interviennent dans ce domaine? Comment agissent-ils? Comment les conflits conjugaux sont-ils négociés et renégociés? Quelles sont les normes qui régissent ces conflits?
Comment les individus ou les institutions s'approprient-ils ces normes? Quelles sont les stratégies que développent et appliquent les individus et ou les institutions pour accélérer, retarder ou éviter ces ruptures? Quels types de conflits peuvent exister entre acteurs et institutions impliqués dans les conflits et ruptures conjugales? Ces questions ont servi, tout au long de la recherche de terrain, à la collecte des données. Dès lors, l'objectif principal de cette recherche est de comprendre et d'interpréter le processus et les négociations des ruptures conjugales à Niamey. Il s'agit spécifiquement d'analyser les rapports entre conjoints, de comprendre les raisons et les formes de rupture conjugale à Niamey, de déterminer les acteurs et institutions qui interviennent, d'analyser les conflits entre ces acteurs et institutions, de diagnostiquer la manière dont les individus s'approprient les normes qui régissent le divorce ou la répudiation, d'identifier les stratégies qu'adoptent les individus en vue d'accélérer ou d'éviter ces ruptures, de diagnostiquer l'autorité des aînés sur les cadets dans la négociation des conflits conjugaux, etc. Pour comprendre, analyser et interpréter ces faits, mis à part une pré-enquête qui a servi de support pour la rédaction du projet de cette étude, 11 mois consacrés à la recherche de terrain ont servi pour collecter des données empiriques relatives au processus, aux négociations et règlements des conflits conjugaux, et cela à 3 niveaux d'analyse précités. Ce sont ces données empiriques et bien d'autres, théories existantes, qui ont permis d'écrire la présente thèse. En plus d'une introduction et d'une conclusion générale, le présent ouvrage est composé de 6 chapitres. La structuration de l'ouvrage. À part une introduction et une conclusion, cette étude est structurée en 6 chapitres. L'introduction se compose de 3 principaux points. Le premier point contextualise le milieu et la population d'étude. Il pose le problème du sujet et donne un bref aperçu de l'étude. Le premier chapitre intitulé State of the Art fait l'état d'une manière brève et concise de ce que la littérature dit sur les questions relatives au mariage, celles connexes au mariage, et celles en lien avec les ruptures conjugales, comme la simple séparation, la répudiation et le divorce. Mais avant cela, le premier point du chapitre traite de la genèse du couple et du mariage, notamment en Europe. Le but de cette genèse est de montrer comment le mariage, considéré souvent comme libre aujourd'hui dans cette partie du monde, a évolué au fil du temps. Ce faisant, elle montre le passage du contrôle de la sexualité à l'ouverture d'une cohabitation et d'une expérimentation informelle de couple via la libéralisation et la privatisation des rencontres et surtout ce à quoi nous assistons de nos jours. La tardiveté ou pour utiliser le terme de Villeneuve-Gocalpe, le déclin même du mariage. Certaines de ces réalités, comme le déclin du mariage, sont aussi de plus en plus présentes en Afrique. C'est ce que Polly, 2019, a démontré dans son ouvrage The Decline of Marriage in Namibia. Par ailleurs, le point souligne quelques caractéristiques du mariage musulman ouest-africain. Ces caractéristiques sont liées à l'âge au premier mariage, au mariage arrangé, au mariage dit libre, à la dot, à la stérilité, à la fécondité et à la bipolygynie. Tous ces éléments ont un lien direct avec les conflits conjugaux. Après le développement des caractéristiques du mariage ouest-africain précité, le chapitre se concentre largement sur les ruptures conjugales. Il évoque les 2 principales formes de rupture conjugale, telles qu'elles sont développées par la littérature. Il s'agit d'abord du divorce, de son acception, de ses avantages, de ses formes, de ce que la littérature décrit comme ses causes, de son accès et de sa relative libéralisation. La libéralisation du divorce, qui a conduit à sa relative banalisation, met en lumière comment le divorce est plus ou moins accessible en particulier par les femmes. Cependant, dans la même lignée, le chapitre montre comment et pourquoi l'ampleur du phénomène des ruptures conjugales, qui n'est pas nouvelle, est floutée par le remariage relativement rapide et ou la bipolygynie. En s'inspirant des travaux des psychologues, le chapitre aborde ensuite le concept de conflit conjugal pour montrer comment ce conflit est inhérent à la vie de couple et dans quelle mesure il y est utile, voire nécessaire. Enfin, le chapitre aborde les modèles de médiation et d'arbitrage des conflits conjugaux. Il existe plusieurs modèles de ce type de médiation et d'arbitrage, mais parmi ces modèles, seuls ceux qui semblent les plus proches de la perspective, du contexte et de la réalité de terrain sont pris en considération. Le deuxième chapitre rend compte des démarches et approches utilisées dans le cadre de la collecte des matériaux ou des données théoriques et celles, empiriques,
collectées à Niamey. Il met notamment en évidence comment la recherche de terrain a été réalisée et comment le statut socio-matrimonial d'un chercheur, considéré comme un expatrié qui retourne à la maison, pour étudier sa propre société, impacte ou influence le processus de la collecte des données. En outre, il analyse les défis majeurs auxquels la production des données a fait face. Puisque la production de ces données ne s'est pas faite sans support méthodologique, le chapitre se termine par l'analyse des techniques et des outils méthodologiques utilisés dans le but d'avoir le maximum de matériaux empiriques. Les chapitres restants résument, analysent et interprètent l'ensemble des données empiriques en lien avec les ruptures conjugales à Niamey. Ainsi, le 3e chapitre traite du processus et des formes des alliances conjugales qui existent à Niamey. Mais avant de faire une typologie de ces alliances, il traite des questions qui les précèdent comme celles liées à l'amour, au choix du conjoint et à la dot. Il finit par traiter le type de relations entre conjoints qui conduisent souvent aux conflits et ruptures conjugales. Dans le but de donner plus de détails sur les raisons de ces conflits, les négociations et surtout là où les temporalités de ces ruptures, le 4e chapitre de cette étude est une étude de cas. Cette dernière s'appuie sur un parmi une dizaine de cas de couples en conflit suivis, enquêtés et étudiés lors de la recherche de terrain. Le choix du dit cas vient du fait qu'il est l'un des plus complexes des cas suivis et enquêtés. Dans le sens où il reflète non seulement l'une des principales raisons des conflits conjugaux, mais aussi le processus multidimensionnel des négociations autour de ces conflits et ruptures. Il montre comment les individus, fiancés, époux, parents et autres acteurs, développent et appliquent des stratégies avant, pendant et après le mariage dans le but de se marier, de répudier, d'être répudié ou de divorcer. Il montre par exemple comment l'écart entre les attentes et les réalités d'une vie conjugale chez une jeune dame a poussé cette dernière, avec l'appui de ses amis et parents, à adopter plusieurs stratégies à travers des ruptures conjugales répétitives, dans le but d'arracher sa libération via une répudiation. Mais face au refus de son époux de la répudier et avec l'appui de sa tante et de sa grand-mère, elle n'avait plus d'autre choix que celui de faire recours aux institutions officieuses et officielles qui s'occupent des conflits conjugaux. Par ailleurs, le dernier point du chapitre analyse et interprète l'ensemble des raisons et événements évoqués par les personnes directement concernées et l'ensemble des faits observés pendant le suivi du dit cas, en mettant l'ensemble de ces faits et raisons dans leur contexte, leurs contraintes sociales et économiques. Le 5e chapitre quant à lui traite et analyse en profondeur les formes et les raisons des ruptures conjugales. Il décrit et analyse les formes simples et les formes complexes de rupture. Les raisons de ces ruptures ont été grosso modo classées en 2 ordres. Celles issues des attitudes et actions des conjoints eux-mêmes et celles qui résultent plutôt de contraintes ou pressions plus extérieures. Comme dans le chapitre précédent, l'analyse de ces raisons fait ressortir que l'insatisfaction conjugale d'ordre matériel est l'une des premières raisons qui poussent les femmes à rompre leur mariage. Mais pour le faire, leurs partenaires hommes ne leur rendent souvent pas la tâche aisée. C'est pourquoi elles ont développé et continuent à développer des stratégies leur permettant d'arracher leur libération, et ce, bien avant de faire appel à une expertise extérieure. En outre, la stérilité et le refus d'enfants sont connus comme facteurs supplémentaires des risques qui conduisent aux conflits et aux ruptures conjugales, Moussa, 2012, mais la fécondité tout comme la présence d'enfants dans un couple peut aussi être problématique. C'est pourquoi la présente étude s'est intéressée aussi aux enfants dont la présence dans un couple est source de tensions, de conflits ou de ruptures. À part cela, la bipolygynie occupe certes une place importante dans les raisons de ces ruptures, mais cette pratique est d'une façon non négligeable encouragée, voire préférée par les femmes. Qui sont ces femmes ? Quelles sont les raisons et ou les craintes qui les poussent à la choisir ? L'infidélité conjugale constitue un autre aspect qui conduit les couples au conflit. Comment à Niamey, cette infidélité engendre-t-elle des conflits entre conjoints ? Laquelle des infidélités conjugales, celle des femmes et celle des hommes, est tolérée voire acceptée ? L'infidélité conjugale n'est pas un phénomène nouveau, mais de nos jours, l'évolution des outils-services technologiques, comme le smartphone et l'Internet, la rend plus facile et plus discrète. Le chapitre montre comment ce téléphone portable, de plus en plus considéré comme intelligent et miniaturisé, interfère avec les relations de couple. Il analyse les actions qu'adoptent à la fois les femmes et les hommes pour éviter cette interférence. En outre,
Le chapitre aborde aussi d'autres types de relations interpersonnelles qui conduisent souvent aux ruptures conjugales comme celles entre belle-fille et belle-mère. La pratique virilocale est souvent considérée comme une des principales raisons qui expliquent cet état de fait, mais à Niamey, bien que la majorité des couples suivis et enquêtés soient néolocaux, ce type de conflit existe aussi. En plus de cela, le chapitre parle des causes de divorce reconnues et évoquées dans le dernier avant-projet du statut personnel au Niger, Code de la famille. Parallèlement à ces causes de divorce et en s'appuyant sur plusieurs cas concrets, le chapitre met en lumière les raisons de divorce les plus évoquées dans un tribunal d'instance de Niamey. L'analyse et l'interprétation de ces cas font ressortir que le Sadaki Dot n'est pas seulement au centre du processus et des négociations des alliances conjugales, il est aussi et d'une façon importante dans le processus des ruptures conjugales. De ce simple constat, il a été remarqué qu'il Sadaki présente des paradoxes. Les alliances conjugales se nouent, se dénouent pour se renouer. Comment comprendre les dynamiques sociales et économiques autour des conflits et ruptures conjugales? Pour tenter de répondre à cette question, le 6e chapitre, titré Processus et stratégie de négociation des ruptures conjugales, connexions et conflits entre institutions et acteurs impliqués, est composé de plusieurs points. En fonction du processus des négociations et de la chance ou de la probabilité de conciliation, les ruptures conjugales sont classées d'abord en 2 types. Le premier type est composé des formes simples et le second des formes complexes. L'analyse de ces ruptures montre comment les négociations et les conciliations autour de ces simples et complexes ruptures s'effectuent. Elle montre également comment les couples perçoivent et interprètent ces ruptures, en soulignant leurs fonctions utilitaires individuelles et ou sociales. En vue d'aboutir à une solution conciliatrice, à la suite d'un conflit conjugal, le chapitre met aussi en évidence le processus, les stratégies et les procédés de négociation que développent et appliquent à la fois les conjoints, leurs parents et ou leurs représentants. Le point du chapitre, intitulé « Processus et stratégies de réconciliation par des acteurs ou associations de l'ombre » se focalise sur le rôle, la place et l'influence qu'occupent les imams qui travaillent isolément et souvent individuellement dans la négociation des conflits et ruptures conjugales. En plus de cela, il existe un nombre plus ou moins important des associations islamiques qui entrent dans la négociation de ces conflits et ruptures, mais les associations qui nous intéressent ici sont au nombre de 3, mis à part l'un. Il s'agit notamment de l'ANASI, de l'X et de la mosquée Imam Malik. Le point du chapitre titré « L'implication de l'un dans les négociations des ruptures conjugales » discute des fonctions qui distinguent l'association d'autres associations islamiques évoquées précédemment. Qu'est-ce qu'un divorce pour l'un? Entre le divorce et la répudiation, quelle forme de rupture conjugale est la plus reconnue par ladite association et pourquoi? Quelles sont les difficultés procédurales auxquelles l'association fait face? Comment les individus, femmes et hommes, essayent d'amadouer l'association lorsqu'ils souhaitent accéder au divorce? Les réponses à ces questions permettent de comprendre qu'il existe, entre autres, plusieurs stratégies et rapports de force entre les femmes et leurs maris dans le processus de divorce. À part la famille et les associations religieuses, la justice à travers surtout ses tribunaux constitue le 3e niveau où les conflits et ruptures conjugales sont réglés. Mais dans le but d'avoir des données plus approfondies, le chapitre se concentre sur un tribunal d'instance pour montrer comment l'islamique, sciemment appelé le coutumier, influence ou fait partie intégrante des décisions judiciaires relatives au règlement des ruptures conjugales. De ce fait, il explique aussi pourquoi le règlement des ruptures conjugales est qualifié de coutumier au niveau judiciaire. Les tribunaux prononcent certes le divorce et reconnaissent même la répudiation, mais la décision d'un tribunal est attaquable par la partie en conflit qui n'est pas contente ou d'accord du jugement rendu. Ainsi, avant la description du lieu où les seconds jugements se font, le chapitre analyse les principales raisons qui poussent les individus, notamment les hommes, à faire appel contre les jugements ou les décisions des tribunaux d'instance pour poursuivre le processus de divorce au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Par ailleurs, un second jugement rendu au second degré est aussi attaquable par une des parties en conflit. Lorsque cela arrive, les juges parlent du pourvoi en cassation. Comment ce pourvoi se fait-il? Comment procède la dite cour pour trancher une affaire de divorce? La cohabitation des normes, des institutions et des acteurs se traduit quelquefois par une coopération,
mais cette cohabitation ne se fait pas sans conflit. Ainsi, le chapitre aborde aussi les points communs et les divergences qui existent entre les normes, les institutions et les acteurs qui s'impliquent dans la négociation des ruptures conjugales. Il met aussi en évidence le principal point d'intérêt qui fait que chacune de ces institutions veut monopoliser le règlement des ruptures conjugales à Niamey. Il montre par ailleurs, en dépit de leurs différends, comment les associations islamiques s'unissent pour faire barrière à certaines dispositions aux réformes civiles que tentent de faire des acteurs ou institutions étatiques, comme celles relatives au Code de la famille. Face à la confrontation du courant réformiste d'inspiration occidentale et celui dit coutumier d'inspiration musulmane, le chapitre montre comment la justice avec l'appui de la Cour de cassation prononce ses décisions, malgré l'inexistence d'un code de la famille. En plus, il ressort que la cohabitation des normes coutumières islamiques et judiciaires, ainsi que leurs différentes interprétations, font qu'il existe dans les jugements rendus quelques ambiguïtés et imprécisions. Quelles sont ces imprécisions? Chapitre 1 State of the ART. Revue de la littérature. Le choix méthodologique fait dans ce chapitre est celui de la diversification et de la confrontation des théories existantes, des auteurs et donc de leur courant de pensée, mais pas celui de la discussion de ces théories avec les données empiriques de cette recherche. D'où la séparation de cette revue, avec la problématique de recherche, critique de la revue, et la discussion, l'analyse et l'interprétation des données empiriques. Cette revue consiste à faire un examen de ce que la littérature a déjà dit sur le présent sujet. Plus précisément, il s'agit d'une synthèse de la littérature existante, faite par aspects qui semblent être directement ou indirectement liés au mariage et aux ruptures conjugales. Cependant, cette revue de littérature se focalise plus sur les ruptures conjugales. Mais comme les ruptures conjugales ne peuvent avoir lieu sans le mariage et que certaines raisons des ruptures conjugales trouvent leurs racines dans le mariage, il est important d'écrire quelques lignes sur l'institution mariage. Avant de parler du mariage africain proprement dit, il est important, pour mieux situer dans le temps ou mieux comprendre le mariage africain ou nigérien en particulier, de faire une petite genèse sur le mariage en Occident, notamment des alentours du XVIIe siècle à nos jours. Genèse du couple et du mariage en Europe. Historiquement en Europe, l'amour et le mariage étaient bien distincts. Par exemple, pour Montaigne, l'amour est une passion individuelle et personnelle, tandis que le mariage est une institution et un arrangement social, Bélanger, 1998. Le rapprochement des corps était aussi interdit, la sexualité régulée et contrôlée, seule la procréation pouvait la justifier. Il a fallu la fin du XVIIIe siècle pour que certaines caractéristiques de la famille disparaissent à travers la substitution du bonheur individuel, des revendications des ambitions et désirs personnels à la notion et aux valeurs du lignage, d'où la privatisation des rencontres. L'amour dit romantique, ainsi que l'expression des sentiments dits amoureux se sont intensifiés. L'affectivité devient la norme. Entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et celle du XXe siècle, la vie privée s'est fortement développée parallèlement à l'industrialisation, l'urbanisation, la modernisation et la déchristianisation. D'où le début de l'individualisme ou de sa notion, et la recherche de satisfaction personnelle, renforcée par la bourgeoisie et le capitalisme. L'individu devient une unité de base, reconnue et identifiée par l'administration. À partir du XXe siècle, les individus peuvent décider eux-mêmes de leur fécondité, elle devient rationnelle. L'Église alors renonce au contrôle qu'elle exerçait sur les individus, comme dans la société médiévale. Dans les années 70, les individus deviennent de plus en plus exigeants sur des critères tels que le goût commun, le travail, l'intelligence, la beauté, etc. Le divorce devient monnaie courante. En France, par exemple, à partir de mai 1968, on parle de l'égalité entre hommes et femmes, de l'indépendance des femmes aux dépens de la domination masculine. Le législateur a ensuite accéléré le processus à travers la loi sur la pilule, le partage de l'autorité parentale, l'avortement, la dépénalisation de l'adultère, etc. Le couple dit moderne est alors le couple dans lequel sont conjuguées dépendance et indépendance, Florence, 2010. En Occident, c'est la fin des années 60 qui a bouleversé la structure de couple. Ce dernier étant désormais moins officialisé, moins stable et moins fréquent.
Les unions qui ne prennent plus obligatoirement la forme officielle du mariage deviennent davantage soumises aux caprices du sentiment. À la valeur stabilité, c'est substituer la qualité des rapports du couple, qui peuvent impliquer d'éventuels changements de partenaire. Kaufman, 1993. Bunang Mfunge écrit « Le mariage n'est plus considéré comme primordial et en quelque sorte est devenu facultatif. » Il y a 3 explications à ce changement. La première repose sur le fait que l'affectivité est désormais privilégiée par rapport au reste, et qu'ainsi, les individus ne désirent pas qu'elle soit définie par l'institution. La deuxième porte sur la volonté de rester et de pouvoir facilement mettre un terme au couple, sans passer par les lourdes procédures. Et la troisième repose sur le fait que le mariage trop précoce précipite les engagements et gèle les perspectives de mobilité sociale, et ce tant au niveau professionnel que conjugal. Bunang Mfunge, op. Cit. 30 à 31. C'est dans cette même perspective que Villeneuve-Gokalpe parle du déclin du mariage, au profit d'une diversité des unions hors mariage. En perdant sa nécessité, le mariage n'est plus qu'une étape facultative qui peut être franchie à n'importe quel moment. Villeneuve-Gokalpe, 1990 sur 265. Le mariage devient de ce fait une issue moins fréquente et plus tardive, tandis que la séparation progresse. Thierry, 1993 sur 974. Tout laisse croire à une fin proche de l'institution conventionnelle du mariage au profit d'une large ouverture de cohabitation et une expérimentation informelle de couple. Même si les études comme celle de Jean Stotzel 1983 montrent qu'en Europe, le mariage n'est pas encore effondré, mais qu'il occupe une place différente dans la formation du couple. Malgré l'élévation du taux de divorce, le mariage et la famille restent encore importants. En citant l'anthropologue britannique Simpson, 1998, Marilyn Strassern 2005 sur 23, parlant du taux et de la place des enfants dans les couples divorcés en Grande-Bretagne écrit « Despite the breakups, both families and marriage remain popular ». Dans les villes africaines, cet état de fait existe aussi. L'accès au mariage devient de plus en plus difficile et tardif pour la plupart des hommes de la classe modeste. Ce qui les contraint à prolonger la cohabitation prémaritale. Bunang Mfunge, op. Cit. Julia Poli, op. Cit. 258, ayant travaillé à Fransfontein en Namibie, a même démontré, despite of this, le déclin du mariage, the value of weddings and marriages has not declined. To marry has become paradoxalement, an indicator of elite status. Elle montre qu'en milieu rural aussi, l'accès au mariage devient plus cher et plus difficile. Elle affirme à la page 18 « Weddings are now indicators of social class and stratification ». Tardif ou pas, le mariage est considéré par les anthropologues comme une institution fondamentale des sociétés. C'est grâce aux alliances conjugales, le plus souvent, que se forgent des alliances entre groupes d'individus et au-delà entre les sociétés. Bien que pour certains le mariage soit une des formes d'échange, de Liège 2001, ou un échange du corps féminin à la lettre, un objet évaluable et interchangeable, circulant entre les hommes au même titre qu'une monnaie. Dargina 1980 sur 88. Pour d'autres, le mariage est un engagement social des individus qui cherchent à donner un sens à leur vie. Ainsi, le mariage, en tant qu'engagement social, crée une sorte d'ordre par lequel la vie des individus peut prendre sens. Berger et Kellner 1980. Il est défini comme le lieu central A, d'autoréalisation, B, d'acquisition d'identité et C, de structuration normative de la réalité environnante. Kelleral Cetruto, 1982 sur 198. De l'acception du mariage. Un mariage, c'est lorsqu'un homme et une femme s'unissent ou s'allient pour vivre ensemble et souvent pour fonder une famille. Durkheim 1909. Cependant, de sa définition la plus simple à sa définition la plus complexe dans le sens anthropologique du terme, le mariage pendant que j'écris ces lignes reste une union conjugale entre deux individus, deux personnes, que ces dernières soient hétérosexuelles ou homosexuelles, qu'elles soient dans une société patrilinéaire, matrilinéaire ou cognatique. Lévi-Strauss fait partie des anthropologues qui ont écrit sur la parenté, et notamment sur les règles fondamentales d'échange matrimonial. Il distingue deux types de conjoints. Le conjoint possible et celui prohibé. Il distingue aussi le conjoint préféré, au système dit élémentaire, et celui au choix libre fondé sur un transfert de richesse, aux structures complexes. Il précise qu'aucun de ces deux systèmes n'a un sens absolu.
Il distingue également l'endogamie de l'exogamie. L'endogamie est le fait de choisir un conjoint à partir des critères géographiques, territoriaux, économiques, culturels, voire religieux, avec comme principe primordial l'interdiction de l'inceste. L'exogamie, quant à elle, met en évidence le fait de contracter une alliance à l'extérieur de son groupe d'appartenance ou de son clan, Lévi-Strauss 1967. Ainsi, les alliances conjugales permettent aux hommes l'accumulation du capital social et celui symbolique et leur permettent d'instaurer des alliances plus ou moins étendues et prestigieuses, Bourdieu 1998. Engels 1976 donne une approche évolutionniste du mariage. Il cite 3 formes de mariage correspondant à 3 niveaux ou stades de l'évolution des sociétés. Le mariage de groupe, caractérisé par la polygamie dans son sens large, polygynie et ou polyandrie. À ce stade, les unions consanguines seraient possibles. Une femme peut vivre avec plusieurs hommes. Le deuxième type de mariage se caractérise par l'interdiction de la polyandrie. Dans cette forme de mariage, la polygamie ne serait possible que chez les hommes. La polygynie serait alors une des premières étapes de la réglementation de la sexualité. Enfin vient la monogamie, qui constitue le stade dit de la civilisation, où les hommes et les femmes sont appelés à rester avec un seul partenaire. Ici, le mariage est alors vu sous l'angle disciplinaire. Il est décrit comme une discipline de la vie sexuelle, dans le sens où la monogamie est considérée comme un frein à l'appétit des sexes. Un frein qui semble soutenir les individus afin de les rendre plus forts contre certaines difficultés de la vie. Durkheim 1909. Le mariage a de ce fait pour objectif la fidélité, la perpétuation de l'espèce humaine et la prévention contre la fornication. Tissot 1868-2001. Cet auteur considère aussi le mariage comme quelque chose du droit naturel et essentiellement une affaire de morale, et 2. Un contrat que l'autorité civile est appelée à sanctionner. Le mariage pour lui est un phénomène qui favorise la régularité des mœurs. Il contribue au perfectionnement de soi-même, et celui du ou de la conjointe. Le mariage, enfin, serait aussi un facteur qui lutte contre le suicide, tout au moins en France. Pour Durkheim, un individu célibataire a plus de chances de se suicider qu'un individu marié, même lorsque le ménage de ce dernier est sans enfant. Cependant, la tendance au suicide chez les femmes reste la même, que le divorce soit fréquent ou non, et la femme aurait moins besoin du mariage que l'homme. Car chez elle, l'instinct sexuel est déjà contenu et modéré. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.